Je crois que vous avez déjà une séance sur les risques sanitaires et sur l'émergence des nouveaux virus, des maladies infectieuses. Je voudrais effectivement reprendre cette question, mais en faisant le lien avec les risques environnementaux. Et le concept qui me permet de faire ce lien, c'est effectivement le concept de sentinelle, qui désigne donc un être vivant ou un territoire qui capte des signaux d'alerte précoce de désastres ou de catastrophes. Et donc dans le cas que je vais traiter, qui est celui de l'alerte sur la pandémie de grippe aviaire, ça va être des oiseaux qui sont atteints du virus de la grippe et dont la mort annonce une potentielle pandémie pour les humains. Donc c'est à la fois un risque sanitaire, puisque c'est ce problème de sécurisation des questions sanitaires que vous avez vu, comment la circulation des humains sur la planète conduit à craindre l'émergence de nouvelles maladies. Et en même temps, c'est un risque environnemental, puisqu'il est transmis, cette maladie est transmise des animaux aux humains dans des conditions qui transforment les relations entre les hommes et les animaux. Alors dans le cas de la grippe aviaire, c'est notamment l'élevage industriel, mais aussi on a pu mettre en question les oiseaux migrateurs. Et dans ce vaste domaine des maladies infectieuses émergentes, tout ce qu'on appelle aussi les zoonoses, c'est-à-dire les maladies qui se transmettent des animaux aux humains, on peut aussi invoquer le rôle du climat, puisque par exemple des populations de moustiques, lorsqu'elles se déplacent d'une région à une autre, amènent avec elles des maladies comme c'est le cas pour la dengue ou pour Zika. Donc voilà, cette notion de sentinelle, elle essaie de capter comment on passe d'un risque sanitaire, qui est géré par des autorités en charge de la santé, l'Organisation mondiale de la santé au premier chef, à un risque environnemental plus large, qui implique les relations aux animaux, et au-delà de ça, le climat, l'environnement au sens large, c'est-à-dire tout ce qui fait que les relations entre les vivants dans un écosystème changent. C'est-à-dire que dans le travail que je mène, les gens avec qui je travaille considèrent que les virus émergents, les nouveaux pathogènes, signalent des transformations dans les relations entre les vivants dans un environnement perturbé. Voilà donc ce que doit capter le concept de sentinelle. Alors, je vais donc le PowerPoint est en anglais, mais je vais présenter un peu ce travail qui est à la fois conceptuel et empirique, puisqu'il résulte d'une enquête que j'ai menée sur la gestion de la grippe aviaire à Hong Kong, et j'ai essayé de réfléchir à ce que ça signifie pour un territoire comme la région administrative spéciale de Hong Kong, donc aux frontières de la Chine, de devenir une sentinelle pour une maladie qui concerne le monde entier. Quel type de... Pour le coup, c'est un concept géopolitique. Ça désigne la place de Hong Kong dans le monde, comme un lieu à la fois de circulation de personnes, de marchandises et d'informations, qui permet donc de lancer l'alerte. Mais aussi, donc, au-delà de ce caractère géopolitique, la position de Hong Kong dans le globe, aussi la position de Hong Kong dans l'environnement, avec des volailles de commerce, des oiseaux migrateurs, des virus émergents, on va en voir un certain nombre, et une espèce de densité à l'intérieur de ce petit territoire de relations entre les vivants qui produisent donc cette alerte, ce territoire en alerte permanente, en vigilance permanente. Et ce qui m'a intéressé donc, en tant qu'anthropologue, c'était d'abord de comprendre comment les hommes dans ce territoire pouvaient vivre en alerte, et puis quel type de relations ça les amenait à nouer avec leur environnement.
Alors, donc le travail que j'ai fait, c'est un travail d'anthropologie sociale, hein, de prendre un terrain comme le territoire de Hong Kong, dans son environnement. C'est aussi une anthropologie des relations entre les hommes et les animaux. Et c'est une réflexion anthropologique sur les sentinelles qui est en discussion avec l'anthropologie des sciences. C'est-à-dire quelles sont les institutions qui permettent de capter ces signaux d'alerte et d'en faire un savoir pour le reste du monde. Alors, c'est pour ça que, après avoir fait cette enquête pendant une dizaine d'années au CNRS, j'ai un peu changé de casquette. Je suis maintenant donc directeur du département de la recherche au musée du Quai Branly. Et je voulais juste expliquer cela en disant qu'un musée peut être considéré comme un laboratoire où on stocke un grand nombre d'artefacts qui contiennent souvent des parties d'êtres vivants pour produire des affects sur les visiteurs. Et parmi ces artefacts, il y a beaucoup de plumes. Et bon, ce qui me fait réfléchir, c'est pourquoi est-ce que parmi l'ensemble des êtres vivants qui nous environnent, les oiseaux ont été choisis souvent par un grand nombre de sociétés comme des lanceurs d'alerte ou comme des sentinelles ou comme des augures. Alors quand vous arrivez au musée du Quai Branly, qui est donc au pied de la Tour Eiffel, vous êtes accueilli par des canards dans un bassin. C'est le souhait de l'architecte Jean Nouvel avec le jardinier Jules Clément d'avoir ainsi construit un environnement où on n'est pas seulement en train de regarder des belles œuvres d'art, mais on se rappelle la fragilité des relations entre les vivants qui a rendu possible la fabrication et ensuite le transport de ces œuvres d'art. Il y a une autre source pour le type d'anthropologie que je pratique, c'est les travaux de Claude Lévi-Strauss qui reprennent des énigmes qui ont été posées au début du XXe siècle par Lucien Lévy-Bruhl. J'avais consacré ma thèse en fait en philosophie à Lucien Lévy-Bruhl. Et une des questions que se posent ces philosophes quand ils vont sur le terrain ou quand ils récoltent des données du terrain, notamment en Amazonie, c'est de savoir comment est-ce que les hommes nouent des relations intenses avec les oiseaux au point de s'identifier à eux. Dans la société Bororo d'Amazonie, les hommes disent qu'ils sont des perroquets parce qu'ils se coiffent de plumes dans des cérémonies. Et ils peuvent entrer en transe et se voir eux-mêmes comme des oiseaux. Et donc la relation à l'oiseau permet de décrire un grand nombre de relations sociales dans le groupe social, parce que l'attention aux oiseaux détermine, l'attention aux oiseaux permet de capter tout un ensemble de signes dans les relations entre les êtres. Donc c'est ce lien entre la relation aux oiseaux et les autres relations sociales qui m'a intéressé. Comment est-ce que, en étant attentif aux signaux qui viennent des oiseaux, eh bien on capte ce qui se passe dans l'ensemble du groupe social. Donc ce type de réflexion m'a conduit à construire un programme d'anthropologie des maladies animales, avec donc un programme comparatif. Comment est-ce que dans les différentes sociétés, on perçoit le risque que des pathogènes passent des animaux aux humains. C'est une question qui est posée par des médecins, par des vétérinaires, mais qui est souvent posée aux anthropologues, puisque c'est souvent quand les hommes changent de comportement à l'égard des animaux que de nouveaux virus apparaissent. Et donc il faut comprendre ce qui s'est passé pour limiter ces risques de transmission. Il y a l'idée que les barrières d'espèces ont été franchies, et donc il faut comprendre les mécanismes de ces barrières d'espèces. Et un de ces mécanismes, c'est des relations traditionnelles entre hommes et animaux.
Donc j'ai des chercheurs qui ont travaillé avec moi sur la brucellose du bétail en Mongolie, et l'apparition de cette maladie notamment du fait de la décollectivisation de l'élevage, la transmission de la tuberculose aux éléphants au Laos, dans le cadre de l'usage d'éléphants pour le tourisme, et donc un rapprochement entre des touristes occidentaux et des éléphants qui du coup attrapent des bactéries qu'ils n'attrapaient pas quand ils étaient utilisés pour la récolte de bois. Un des cas les plus intéressants, c'est les virus qui viennent des chauves-souris en Australie et qui sont transmis par les chevaux. Il y a eu une explosion du commerce de chevaux en Australie pour les courses. Et un virus qui circulait jusque-là chez les chauves-souris dans l'espace sauvage s'est transmis à des vétérinaires. En fait, il y a eu une victime parmi les vétérinaires, mais aussi un grand nombre de chevaux en sont morts. Donc il y a eu une véritable alerte là, sur un virus qui venait des chauves-souris. On en verra un autre tout à l'heure. Un des plus récents, c'est le coronavirus Middle East Respiratory Syndrome, qui est apparu dans la péninsule arabique sur des chameaux et qui a fait une centaine de victimes en 2010, et qui donc vient du fait qu'il y a un grand nombre de chameaux qui sont importés maintenant dans la péninsule arabique, certains d'ailleurs d'Australie, et qui se transmettent notamment aux travailleurs migrants qui les abattent pour la consommation de viande. Et puis on a aussi travaillé sur la leishmanose du chien au Brésil. Alors pour donc, ce travail un peu comparatif du risque de transmission des maladies animales, on reprend une hypothèse qui a été forgée par des anthropologues américains, notamment à Berkeley et à New York, donc Stephen Collier, Andrew Lakoff et Paul Rabinow, sur l'apparition au début des années 2000 d'une nouvelle norme de biosécurité, c'est-à-dire le contrôle de la circulation des êtres vivants pour anticiper l'apparition de nouveaux pathogènes. Alors, cette norme de biosécurité, elle concerne d'abord les laboratoires et le risque d'usage de matériel biologique à des fins terroristes. Et donc, elle a surtout, cette norme de biosécurité a surtout été formulée d'abord par l'administration Clinton, ensuite par l'administration Bush, à la fin de la guerre froide, donc lorsqu'il y avait un risque de transfert du matériel biologique des laboratoires russes vers le reste du monde, et ensuite avec le 11 septembre 2001 et les lettres à l'anthrax, où il y a eu une véritable crainte de l'usage. Donc l'anthrax étant une maladie infectieuse connue depuis l'époque de Pasteur, il y avait une crainte de l'usage de ce pathogène par des terroristes. Et puis ensuite, il y a eu un transfert de la biosécurité vers des maladies infectieuses qui émergent dans la nature. Mais c'était les mêmes normes qui étaient appliquées, aussi bien au laboratoire que, par exemple, dans le contrôle des fermes de volailles en Chine, mais aussi dans les douanes, par exemple, quand il s'agit de contrôler des chiens qui traversent la frontière entre le continent et l'Angleterre et qui peuvent porter la rage. Et donc ces chercheurs ont montré que pour gérer toutes ces menaces d'apparition d'un nouveau pathogène, on reprenait des techniques qui avaient été forgées à la fin de la guerre froide, au début de la guerre froide, dans le cadre de l'anticipation d'une catastrophe nucléaire, donc notamment dans le milieu de la défense civile. Et à la fin de la guerre froide, ces techniques ont été transférées dans la gestion d'une part des attaques terroristes et d'autre part de tous les désastres naturels, c'est-à-dire aussi bien ouragans, tremblements de terre, épidémies.
même risque climatique en fait, avec l'idée que il y a des risques tellement élevés qu'on ne peut pas les calculer, mais qu'il faut s'y préparer comme des catastrophes, en imaginant qu'ils sont déjà là. Donc on passe du calcul des risques sur une population à l'imagination d'une catastrophe. Et pour ça, on utilise notamment 3 types de techniques. L'une d'elles, c'est l'usage de sentinelles, hein, c'est-à-dire des êtres vivants ou des machines qui vont capter des signaux d'alerte précoce. Alors ça peut être des robots qui vont capter les ondes des tremblements de terre, ça peut être des soldats qui vont être aux premières lignes dans la lutte contre le terrorisme. Et puis, ça peut être des oiseaux qui lancent l'alerte sur une pandémie de grippe ou d'autres choses. La deuxième technique, c'est l'usage de simulations. Alors là, c'est des exercices dans un bâtiment public. Alors, ça peut être un hôpital. Ça peut être une ferme, ça peut même être un musée. Hein. Au musée du Quai Branly, nous avons des simulations de la crue de la Seine qui menacent les objets du musée. Et vous avez donc des gens qui rédigent des scénarios pour que la catastrophe soit la plus réaliste possible. Alors ça implique un certain nombre de techniques de maquillage, d'utilisation de cartes. On peut utiliser un ordinateur, mais on peut aussi faire ça dans un espace public. Et bon, moi, j'ai moi-même observé et décrit des simulations de grippe aviaire dans un hôpital où les patients étaient triés en fonction de leurs symptômes supposés de grippe. Puis la troisième technique, c'est le stockage d'antiviraux et de vaccins. Alors là, ça peut être aussi des stockages de capsules contenant de l'iode ou un stockage de matériel de protection, hein, d'équipement de protection. Et donc ces techniques se retrouvent dans toutes les formes de préparation à des catastrophes du type désastre naturel ou attaque terroriste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas calculer le risque, on ne peut pas non plus imaginer, on ne peut pas inférer l'intention de l'ennemi qui va se présenter, hein. Mais on peut imaginer que la catastrophe est là pour en limiter les dégâts. Voilà un peu l'argument. Donc cette analyse a été développée dans un certain nombre de publications. Hein. Et Andrew Lakoff vient de publier un livre sur la santé globale qui s'intitule Unprepared et qui décrit justement cette prise de conscience que face à une catastrophe, il faut se préparer. Et cette critique faite en permanence aux autorités de santé ou aux autorités en charge de l'environnement qu'elles ne se sont pas assez préparées. Alors, moi-même, j'ai fait un livre là, qui va sortir où j'essaye de décrire pour la grippe aviaire comment ces différentes techniques s'appliquent. Mais j'ai surtout réfléchi à ce qu'impliquait de construire des sentinelles, parce que, en tant qu'anthropologue, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment ça transformait les relations aux oiseaux. Donc, j'ai malheureusement donné un peu trop tard à Peter Burgas le lien vers ce numéro de la revue LIM que nous avons coordonné avec Andrew Lakoff, qui s'appelle Sentinel Devices. Mais vous avez une série de petits articles bien édités sur les différents risques environnementaux contre lesquels on a construit des sentinelles. Alors, la couverture, c'est le dessin d'une hirondelle sur le site de Fukushima, puisque vous avez des ornithologues, dont l'un d'entre eux travaille à Paris-Saclay, Anders Mollers, qui ont comparé la chute du nombre d'hirondelles à Tchernobyl et à Fukushima, puisque c'était une espèce qui était commune aux deux sites. Alors ils ont observé que
comme ils sont arrivés juste après la catastrophe de Fukushima, ils ont observé que le nombre d'oiseaux, la chute du nombre d'oiseaux n'était pas si radicale qu'à Tchernobyl. Mais il faut attendre encore un petit peu. Maintenant, ils continuent leurs études. Et par contre, ce qu'ils ont observé, c'est des déformations sur le bec. Et du fait que les oiseaux ont un taux de réplication, de reproduction plus important que les humains, ces déformations peuvent annoncer des symptômes qui vont arriver aux humains. Donc, en fait, dans l'observation des oiseaux, il y a une forme d'identification et en même temps de distance, du fait que les oiseaux, par exemple, ne sont pas intoxiqués de la même façon, ne sont pas contaminés de la même façon par les ondes radioactives. Mais il y a quand même un certain nombre de symptômes visibles, comme celui-ci. On traite aussi dans ce numéro l'extinction d'espèces, comment une espèce devient un symbole ou une espèce charismatique pour lancer l'alerte sur une extinction d'espèces moins importante. Et puis bien sûr le climat. Alors il y a le cas fameux de l'ours polaire qui est très visible dans les médias, mais les climatologues eux-mêmes utilisent un certain nombre de techniques de sentinelle, par exemple les carottes glaciaires, etc. Donc voilà, comment on noue des relations avec l'environnement en percevant à l'avance des signaux d'alerte. Moi, ce que j'ai étudié, c'était comment ça se passait à Hong Kong et comment ça transformait des relations plus anciennes aux oiseaux. De cette façon, ce n'est pas un hasard que ce soit à Hong Kong, dans le sud de la Chine, que l'alerte sur la pandémie de grippe ait pu être lancée. Alors voilà un peu l'historique de cette alerte. Donc la dernière grande pandémie de grippe, c'est 1968, avec un virus qui s'appelle H3N2. Alors les virus de grippe sont classés en fonction de leurs protéines d'entrée et de sortie, hémagglutinine et neuraminidase. Elle a été identifiée d'abord à Hong Kong et elle a fait 1 million de morts. On se rappelle souvent, en tout cas dans le milieu de la santé globale, de la pandémie de 1918, qui a fait entre 20 et 50 millions de morts, mais c'était parce que c'était la fin de la guerre, donc les organismes étaient particulièrement fragiles. Mais c'était vraiment un nouveau virus de grippe qui était venu sans doute des États-Unis et qui est arrivé ensuite en Europe, qui s'est répandu en Afrique, en Inde. Donc qui a fait un grand nombre de victimes. Et puis on estime que tous les 20 à 30 ans, il y a un nouveau virus de grippe qui arrive dans l'espèce humaine, et puis les organismes humains s'y adaptent. Et donc il y a eu 1918, 1957, 1968. Et donc après 1968, on s'est dit, bon, on va essayer d'anticiper la prochaine. Et en 1997, il y a eu un nouveau virus de grippe qui est apparu sur des oiseaux, qu'on a appelé H5N1. Donc, les numéros en fait suivent l'ordre d'apparition des virus. Et il a infecté 12 personnes à Hong Kong, dont 8 sont mortes, ce qui est un taux de mortalité quand même très élevé. Les virus les plus dangereux comme Ebola tuent 95% des personnes qu'ils infectent. Mais là, on a un taux de mortalité de 70%, ce qui est quand même beaucoup. Alors, 97, c'était aussi l'époque où Hong Kong est passé de la souveraineté britannique à la souveraineté chinoise. Donc, c'était un moment où on était particulièrement sensible à toutes les alertes sur les menaces qui pouvaient venir du continent chinois. Et donc, quand on s'est dit qu'il y avait des virus qui circulaient sur des oiseaux en Chine et que par des personnes qui arrivaient à Hong Kong, ils pouvaient se transmettre au reste du monde, eh bien, il y a eu une véritable alerte qui a été coordonnée par les deux personnes que vous voyez en haut, donc Margaret Chan, qui était directrice du département de la santé à Hong Kong, et Keiji Fukuda, qui ensuite est devenue vice-directeur de l'OMS, et Margaret Chan est devenue directrice de l'OMS en 2006. Elle a été récemment remplacée. La crise qui a vraiment donné une crédibilité à cette alerte, c'est la crise du SRAS, en 2003, le syndrome respiratoire aigu sévère, qui a infecté 1800 personnes à Hong Kong, dont 300 sont morts, donc elle a un taux de mortalité de 30% à peu près. Et c'est un virus qui, lui, venait des chauves-souris. Donc on a pu retracer sur des chauves-souris. Donc à chaque fois qu'un nouveau virus
apparaît se transmet des chauves-souris aux humains comme le virus du MERS-CoV, qui est passé par les chameaux. Là aussi, on lance l'alerte parce que les chauves-souris sont un peu un réservoir de nouveaux virus. Donc vous voyez un peu ce territoire de Hong Kong, 2 millions de personnes vivant sur un rocher, une densité extrême et à proximité des élevages de volailles du sud de la Chine. Donc il y a eu l'idée que le virus H5N1 allait véritablement se transmettre, comme le SRAS, à Hong Kong, d'abord à Hong Kong et ensuite au reste du monde. Il y a eu l'idée que le SRAS était un peu un 11 septembre asiatique, parce que le virus s'est répandu en une journée à 10 personnes dans un hôtel, qui ont pris un avion le lendemain et qui l'ont transmis à Pékin, à Taipei, à Hanoï et à Toronto. Et donc c'est devenu pandémique parce que Toronto était concerné. Et toute cette dimension de la santé globale, où c'est des maladies qui passent du sud vers le nord, en fait. Donc c'est beaucoup des initiatives qui sont prises par les pays du nord pour éviter les maladies qui viennent du sud. Et donc Hong Kong, comme colonie britannique, était vraiment un lieu d'interface entre le sud et le nord, entre l'est et l'ouest. Alors, de ce point de vue, voilà la photo d'un comité d'experts de l'Organisation mondiale de la santé qui s'est réuni en 1976. Le nom officiel de ce comité d'experts, c'était Écologie des maladies infectieuses. Donc c'était des microbiologistes surtout qui essayaient de tracer l'évolution des microbes, des virus, des bactéries dans des écosystèmes. Et le modèle qu'ils avaient pris, c'était notamment le modèle de la grippe, parce que bon, c'est un virus très petit, donc qui se réplique avec beaucoup d'erreurs, et qui donc peut passer d'une espèce à une autre. Et il passe à travers les espèces les plus fréquemment utilisées par les humains, qui sont les oiseaux et les porcs. Donc les oiseaux sont considérés comme un réservoir pour la mutation de la grippe. Et ensuite, les porcs sont un véhicule intermédiaire, c'est-à-dire qu'ils ont, notamment dans les voies respiratoires, des mécanismes qui leur permettent de répliquer à la fois des virus d'oiseaux et des virus humains. Donc vous avez une chaîne de transmission oiseaux, porcs, humains pour les virus de grippe. Alors ceux qui avaient proposé cette hypothèse, c'était donc Kennedy Shortridge et Robert Webster, qui étaient des Australiens. Alors ça, c'est assez intéressant du point de vue de la géopolitique du risque, c'est que les Australiens, du fait de leur position un peu à la pointe du monde occidental, ont mis en place un certain nombre de dispositifs pour contrôler des maladies en Nouvelle-Guinée, aux Philippines et en Asie, avec l'idée qu'elles pourraient arriver en Europe. Et donc c'est vraiment des Australiens qui ont construit Hong Kong comme une sentinelle pour la grippe, en se disant, bon, puisque les virus de grippe mutent chez les oiseaux, et puisque il y a beaucoup d'oiseaux en Chine, beaucoup de volailles, eh bien, il y avait l'idée que même c'est un pays où les volailles vivent au contact avec les porcs. C'est vraiment dans une ferme traditionnelle en Chine, les volailles et les porcs vivent dans la même cour et sont donc des animaux domestiques. Donc il fallait découvrir le prochain virus de grippe qui allait émerger du sud de la Chine. Et en plus, c'était l'époque où la Chine ne faisait pas partie de l'Organisation mondiale de la santé, puisque c'était un pays communiste. Donc Hong Kong allait donner des informations sur ce qui se passait dans le sud de la Chine. Alors, donc ça c'est 1976. Voilà une photo qui a été prise en 2003. Donc c'est l'équipe de biologistes qui ont découvert le virus du SRAS.
sur des humains d'abord, et puis ensuite sur des petits rongeurs qui étaient élevés, qui étaient commercialisés dans les marchés de Canton pour lutter contre la fièvre, et ensuite sur les chauves-souris. Alors vous voyez que cette équipe, elle est devenue beaucoup plus asiatique. Il y a des Chinois, des Hongkongais, il y a un Sri Lankais. Donc ça a été vraiment un site d'appropriation des techniques européennes d'identification des microbes et ensuite de leur séquençage génétique qui a été transmis des Australiens vers les Asiatiques. Pardon ? Et ça, c'est le département de microbiologie de l'Université de Hong Kong. Et c'est les gens avec qui j'ai passé le plus de temps, en fait, à la fois pour me former à la virologie et pour comprendre le rôle politique dans la séquence historique que j'ai un peu retracée. C'est-à-dire, alors donc Kennedy Shortridge, c'est celui qui crée le département de microbiologie de Hong Kong en 1972, en venant d'Australie, et qui lance l'alerte en 1997 en disant « ce nouveau virus H5N1 va causer une pandémie ». Et c'est lui qui va former la génération suivante. Et eux, ça va être les héros du SRAS. En fait, le SRAS a été une vraie crise politique à Hong Kong, je disais comparable à ce qu'a été le 11 septembre 2001 à New York. Et donc, eux, c'était les héros parce qu'ils pouvaient vraiment... alors, il y avait des infirmières, bien sûr, qui étaient des héros parce qu'elles étaient au contact avec les patients. Et d'ailleurs, certaines d'entre elles en sont mortes. Mais eux, c'était les héros parce qu'ils pouvaient tracer les routes de cet ennemi invisible qui était le virus du SRAS. C'était aussi un moment qui a donné du crédit à cette hypothèse des maladies infectieuses émergentes, c'est-à-dire l'idée qu'on pensait que les maladies infectieuses, c'était quelque chose du passé qui concernait des sociétés arriérées, sales, et puis une société aussi moderne que Hong Kong, du fait de sa densité et aussi du fait de son caractère connecté, pouvait très rapidement propager des nouveaux virus. Donc il y a eu un investissement massif dans les maladies infectieuses émergentes après la crise du SRAS en 2003. Je crois que vous avez vu tout ça déjà un petit peu, voilà. Mais voilà, c'est vraiment depuis... c'est quelque chose qui s'est passé aux États-Unis dans les années 90 avec la biosécurité, la fin de la guerre froide, l'idée que l'effondrement de l'Union soviétique et l'apparition des menaces terroristes allaient faire venir des nouveaux pathogènes. Mais ensuite, il y a eu, avec la crise du SRAS, l'idée que ces nouveaux pathogènes venaient de ces États mal contrôlés, comme la Chine, avec notamment un élevage industriel de volailles en pleine expansion. Alors voilà la citation que j'utilise souvent, donc, qui a été, c'est un article qui a été rédigé par Kennedy Shortridge, le fondateur du département de microbiologie de Hong Kong, Malik Peiris et Iguan, en 2003. Donc les études sur l'écologie de la grippe, qui ont été menées à Hong Kong dans les années 70, dans lesquelles Hong Kong a servi de sentinelle pour les virus de grippe, indiquent qu'il était possible pour la première fois de se préparer à la grippe au niveau aviaire. Donc c'est-à-dire pas seulement acheter des vaccins pour les humains et les stocker, mais aussi suivre les mutations des virus chez les oiseaux. Alors, donc moi ce qui m'a intéressé, c'était de comprendre comment une société qui perçoit tout oiseau comme un signe de maladie possible pour les humains, bien pouvait avoir une relation quotidienne avec les oiseaux. Donc j'ai étudié d'abord les techniques scientifiques qui étaient appliquées aux oiseaux, qui sont des techniques de surveillance. Donc on fait des prélèvements réguliers. Et puis des pratiques plus religieuses où une certaine vision de l'animal bon, de ce qui est bon dans l'animal, était en jeu dans le contrôle de la santé publique.
Donc comment est-ce que les... Alors c'est une question qu'on pose souvent aux anthropologues, c'est voilà les mesures de sécurité qui sont adaptées, pourquoi est-ce que les gens y résistent en fonction de croyances traditionnelles? Alors moi j'ai plutôt essayé de comprendre quelles sont les formes d'attachement qui conduisent les hommes à attribuer aux oiseaux des puissances invisibles, et comment est-ce que ça peut se traduire dans le vocabulaire scientifique des virus émergents. En quoi est-ce que l'oiseau comme sentinelle des pandémies est une transformation de la croyance plus ancienne que l'oiseau a une âme, qu'il peut envoyer des signes aux humains qu'il s'agit de capter. Et puis, donc, au-delà de cette opposition entre la science moderne et la religion, je me suis intéressé aussi à l'interface entre les oiseaux sauvages, cette espèce de grand réservoir incontrôlé, et puis les oiseaux domestiques, qui est un espace supposé confiné, contrôlé, mais qui explose du fait de l'industrialisation. Alors l'hypothèse dont je suis parti, c'est qu'un foyer de grippe aviaire révèle des perceptions contrastées, voire contradictoires, des oiseaux. D'une part, l'oiseau comme marchandise, comme bien consommable, donc c'est typiquement voilà, la volaille que vous avez dans votre assiette, et puis de l'autre côté, l'oiseau comme être vivant. Et le virus a cette capacité à faire changer la perception de l'oiseau, puisque ce qui apparaissait comme une volaille prête à être consommée se révèle en fait, apparaît tout d'un coup, soudainement, comme un être vivant qui, dans certaines représentations, se venge du mauvais traitement que lui infligent les humains. Il y a cette idée que l'augmentation du nombre de volailles à des fins de consommation a produit ces nouveaux virus comme une sorte de revanche, en fait, de revanche de la nature contre les hommes. Alors bien sûr, alors ça, c'est ce que disent les biologistes eux-mêmes, en fait. Et alors, pour arriver à séparer à nouveau ces deux aspects de l'oiseau, donc l'être vivant et puis la marchandise, vous avez un certain nombre de professions, de groupes professionnels qui se partagent la tâche, et donc d'acteurs, donc qui vont du consommateur et de ceux qui sont au plus près de lui, c'est-à-dire le département de l'agriculture, les médias, les autorités sanitaires, les autorités religieuses, et puis de l'autre côté, tous ceux qui sont plus proches des oiseaux, les oiseaux sauvages et des oiseaux domestiques, donc des marchands, des fermiers, une industrie alimentaire, aussi des observateurs d'oiseaux avec lesquels j'ai travaillé. Et puis au milieu, ces microbiologistes qui sont capables de suivre les mutations des virus des oiseaux sauvages vers les oiseaux domestiques, vers les humains, et de retracer toutes ces routes en continuité, alors que dans une crise, l'oiseau est perçu comme quelque chose de discontinu. Pardon, excusez-moi, j'ai touché le... Je vais le remettre. Vous me dites si ça va. C'est bon comme ça? On peut le réorienter. C'est bon là? Bon, j'y touche plus, promis. Voilà, donc c'était un point auquel j'avais touché au début de ma recherche, c'était le lien entre une crise sanitaire et la perception des risques par les citoyens ordinaires. Et pourquoi on déléguait aux experts, notamment aux microbiologistes, le soin de revenir à un monde quotidien en montrant derrière ce qui était choquant dans la crise sanitaire, des mutations de virus tout à fait ordinaires. Bon, j'avais beaucoup réfléchi à la crise de la vache folle qui avait produit à peu près le même type de choc cognitif, hein, entre le bon steak dans mon assiette et puis la vache cannibale, la vache au cerveau en éponge, la vache qui tourne sur elle-même. Bon, il y avait à peu près les mêmes représentations pour les oiseaux. Là, il y avait beaucoup d'imagerie des oiseaux terroristes. Ça m'a beaucoup intrigué.
des oiseaux qui portent une ceinture avec des bombes ou prêts à larguer des virus. Bon, alors c'est tout un jeu de métaphores qu'on peut suivre vraiment par une analyse proprement culturelle, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment ça fonctionnait vraiment dans des crises et comment, dans le travail quotidien, les experts essayaient d'atténuer ces crises. Alors voilà, le phénomène le plus frappant, en fait, de ces crises, c'est l'abattage. En général, quand il y a un nouveau virus qui apparaît, on abat les animaux, on nettoie le réservoir animal, on éradique le virus. Et donc en 1997, à Hong Kong, on a abattu toutes les volailles vivant sur le territoire, donc 1,5 million de volailles, 1,3 million. Et puis, à chaque fois qu'il y avait un nouveau virus de grippe aviaire transmissible aux humains, on abattait à nouveau toutes les volailles. Alors, il y avait une centaine de fermes de volailles en 1997 à Hong Kong, et les fermiers ont été encouragés à abandonner cette activité considérée comme dangereuse. Et donc le gouvernement de Hong Kong s'est de plus en plus tourné vers la Chine, et notamment vers la région de Canton, pour importer des volailles. Mais il y a eu quand même un petit nombre, une trentaine de fermes qui se sont maintenues à Hong Kong. Et c'est pour ça que le nombre de volailles abattues diminue, parce que c'est le nombre de volailles vivant sur le territoire. Mais il reste toujours quand même ce petit nombre. Hein. Ils auraient voulu remplacer les volailles vivantes par les volailles congelées, je vais y revenir, mais ils n'ont pas réussi à le faire. Voilà les simulations de grippe aviaire dont je parlais tout à l'heure, où on convoque les médias pour qu'ils voient comment on trie les patients atteints de grippe potentiellement pandémique. Et puis, le travail ordinaire de surveillance des mutations de grippe par des biologistes qui vont dans les fermes ou sur les marchés pour prélever des échantillons, qui les séquencent et qui ensuite en font des arbres d'évolution, hein, en se disant, bah voilà, là, s'il y a une cassure évolutionnaire entre telle espèce d'oiseau et puis un porc, eh bien, ça peut produire un virus qui va se transmettre aux humains. Donc l'arbre généalogique, c'est vraiment une continuité, mais qui, à un moment, peut produire une discontinuité catastrophique. Donc, au-delà de ce contraste entre l'abattage massif et puis le travail plus quotidien des microbiologistes, je me suis intéressé à l'impact des mesures de contrôle sur les volailles et sur les fermes de volailles. Donc en 1997, on a interdit l'élevage de canards sur le territoire de Hong Kong, puisque les canards sont des porteurs sains. Et donc les canards, pour le fameux canard laqué, ont été importés de Chine. En 2001, on a introduit un jour de repos dans les marchés, où il ne fallait plus commercialiser de volailles sur les marchés parce que les marchés étaient nettoyés. On considérait en fait que le lieu de transmission, c'était les marchés, hein, ce n'était pas les fermes. Alors, dans les années 80, on pouvait encore aller acheter des volailles à la ferme. En 97, ça a été interdit. Mais par contre, il y avait toujours les marchés où on verra tout à l'heure, les consommateurs pouvaient acheter un oiseau, une volaille fraîche, une volaille vivante. Donc ces marchés-là, on leur a imposé donc, un jour d'arrêt ou de repos. En 2003, donc, toutes les volailles ont été vaccinées et certaines volailles ont été non vaccinées dans les fermes. Alors, c'est ce qu'on appelle justement des volailles sentinelles. Ça m'a beaucoup intéressé, c'est que le terme de sentinelle ne désigne pas seulement un territoire dans le globe, mais il désigne aussi la position d'un petit nombre de volailles dans une ferme. Et c'est les volailles non vaccinées. Parce que l'idée, c'est que quand le virus arrive dans une ferme, celles qui sont non vaccinées vont mourir en plus grand nombre. Celles qui sont vaccinées peuvent en mourir si c'est un nouveau virus.
donc on voit, et elles sont placées à l'avant des rangées de cages, les poulets sentinelles vraiment meurent de façon ostensible. Alors, il y a cette idée du soldat qui meurt le premier sur la ligne de front, et en chinois, le terme pour ces oiseaux sentinelles, c'est Shao Bingji, ce qui veut dire un poulet qui siffle comme un soldat. Voilà, donc il y a une forme d'identification entre Hong Kong face au reste du monde, qui est une espèce des petits soldats de la pandémie de grippe, et puis les volailles dans une ferme. En 2006, on a interdit l'élevage de poulets de basse-cour. Et puis il y a eu un schéma qui encourageait les fermiers à abandonner leur activité. Et puis en 2008, on a interdit le stockage des volailles vivantes dans les marchés la nuit. Alors voilà donc ces fermes de volailles à Hong Kong. Donc vous voyez un grand nombre de volailles. Là, il y en a à peu près 30 000 dans une ferme comme celle-ci. Puis il fait chaud, il y a des ventilateurs, il y a un grand nombre il y a des décès en permanence. Et là, dans cette ferme où j'avais fait un peu de terrain, il y avait eu 6 mois avant un foyer de grippe aviaire. Donc le fermier avait du tout éliminé son élevage, en racheté des volailles. Et on avait accusé la présence des moineaux qui passaient. Donc là, vous voyez tout en haut, un petit oiseau sauvage perché sur les cages. Donc là, c'est les moineaux qui auraient potentiellement introduit du virus de grippe dans cette ferme, parce que les fermes sont complètement confinées. Hein. Et donc, il y a un certain nombre de mesures de biosécurité qui sont imposées maintenant dans les fermes, donc des bassins pour nettoyer les bottes ou les roues des camions, des filets, mais vous voyez que là, les filets n'ont même pas été utilisés. Alors voilà la vaccination. Donc, les vaccinations et les antibiotiques sont utilisés comme des techniques à la fois pour protéger les animaux d'élevage, mais aussi pour les faire grossir. Hein. Donc c'est vraiment des mesures permanentes. Et l'activité des fermiers, c'est vraiment de nourrir avec du grain les volailles et de les vacciner. Et puis ensuite, à la fin de la semaine, vous avez des gens qui viennent chercher les volailles pour les amener au marché. Alors, donc à Hong Kong, il y a un marché central où toutes les volailles sont regroupées, à la fois les volailles qui sont élevées sur le territoire de Hong Kong, et puis les volailles qui sont importées de Chine. Donc vous avez des camions qui arrivent avec des cages de volailles. Alors c'est des cages jaunes dont les poulets sont extraits pour être mis dans des cages rouges, et tout ça est nettoyé à grand jet d'eau. Donc ça fait partie des mesures qui ont été imposées après 1997 pour éviter que le virus circule d'une ferme à une autre. Tout a été centralisé dans ce marché, et toutes les cages sont nettoyées et contrôlées. Et puis ensuite, c'est donc à nouveau redistribué vers des marchés de volailles, donc ce qu'on appelle les marchés de volailles vivantes. La tradition veut qu'on observe le poulet vivant avant de l'acheter pour vérifier qu'il est frais. Et on l'achète entier, comme un signe de respect envers son invité. Hein, quand on veut faire un bon repas, notamment une soupe de poulet, il faut le présenter donc, entier et frais. Cette consommatrice choisit le poulet, et ensuite le marchand le tue presque devant les yeux du consommateur. Donc, le gouvernement de Hong Kong a essayé de réduire la consommation de volailles, mais donc, en important du poulet réfrigéré, chilled chicken. Mais vous voyez que la consommation de poulet vivant n'a pas vraiment diminué. Donc moi, ce qui m'intéressait en tant qu'anthropologue, c'était de comprendre pourquoi les gens restaient attachés à cette tradition d'acheter du poulet vivant et de le présenter comme ça, complet, devant des invités. Un anthropologue qui travaillait sur l'élevage de poulets dans les villages de Hong Kong, il y a toute une partie des nouveaux territoires qui
qui sont complètement ruraux, hein, eh bien, il avait observé que les poulets étaient appréciés quand ils étaient entiers, parce que c'était un signe d'harmonie, de complétude. Et quand ils sont, donc, même quand ils sont coupés, ils sont reconstitués, hein, comme sur cette photo. Et puis, dans les autels des ancêtres, il y a toujours un poulet entier. C'est une offrande donc particulièrement appréciée. J'ai un peu regardé donc les rituels religieux où il y avait des usages d'oiseaux. Alors vous avez des rituels taoïstes où pendant 3 jours, les habitants d'un village se retrouvent autour de repas végétariens. Ils rendent hommage aux arbres du village, à tous les esprits qui peuvent habiter le village, les esprits mauvais, les fantômes, les dignitaires du village viennent brûler de l'encens. Et en fait, ces festivals, ces festivités, étaient ouvertes par l'abattage d'un coq dont le sang était répandu aux différents coins du village, puisque l'idée c'était que l'agressivité du coq était ainsi repoussée à l'extérieur du village. Alors voilà, comment est-ce qu'on peut maintenir l'esprit de ces fêtes lorsque, suite aux menaces de grippe aviaire, on interdit cette première étape du rituel qui est de repousser l'agressivité en coupant le cou du coq. Alors, une autre question qui m'a beaucoup intéressé, c'était une discussion autour du lâcher d'oiseaux. Et c'est là que j'ai un peu suivi ce que faisaient les ornithologues, les observateurs d'oiseaux. Là aussi, la grippe aviaire a vraiment changé leur pratique parce que dans ces nouveaux territoires, donc, il y a un grand nombre de réserves. Hong Kong est un lieu de passage pour les oiseaux migrateurs entre le nord et le sud de l'Asie. Et dans ces réserves, les microbiologistes viennent prélever des virus, des échantillons dans lesquels ils peuvent trouver des virus de grippe. Mais il y a aussi des citoyens qui viennent se promener et on leur conseille, si vous voulez, de ne pas toucher les oiseaux sauvages, ni tout ce qui peut en tomber de peur d'attraper un virus de grippe aviaire. Donc vous voyez que cette menace de la grippe aviaire est vraiment présente partout, à la fois dans les fermes, mais aussi dans les réserves naturelles, dans tous les lieux où on peut entrer en contact avec les oiseaux. Et donc cette menace de grippe aviaire a donc été prise en charge par l'association des observateurs d'oiseaux de Hong Kong, qui a été fondée en 1957, qui était une vieille association coloniale, dont la majorité des membres sont devenus chinois en 1997, donc avec le passage sous souveraineté chinoise, et puis aussi avec l'enrichissement des Hongkongais qui trouvaient dans cette activité un loisir et une façon de découvrir la nature. Et donc cette association qui compte à peu près 5000 membres, donc c'est quand même une des plus grosses associations environnementales à Hong Kong. C'est à peu près les mêmes taux que la Society for the Protection of Birds d'Angleterre, qui compte 1 million de membres. Ça n'a rien à voir avec la Ligue de protection des oiseaux en France. L'observation des oiseaux dans les pays britanniques et du Commonwealth est une activité vraiment citoyenne, quoi, qui a une très longue histoire qui remonte au XVIIIe siècle avec la redécouverte de la nature. Et donc cette association a d'abord participé à des enquêtes du gouvernement sur la biodiversité, sur la réduction du nombre de certaines espèces, comme les spatules à face noire. Et puis elle a ensuite défendu certains territoires qui étaient des territoires tout à fait ordinaires, avec des rizières, mais où certaines espèces locales apparaissaient, contre des projets de construction de trains ou d'immobilier. Et un de leurs motifs de combat, ça a été de lutter contre la fermeture d'une réserve qui s'appelle Maipo,
qui étaient fermées régulièrement par le gouvernement. À chaque fois qu'il y avait un virus de grippe aviaire sur le territoire de Hong Kong, le gouvernement fermait cette réserve qui était gérée par le World Wildlife Fund, donc en plus une organisation non gouvernementale, mais fortement teintée d'impérialisme britannique, puisqu'elle est dirigée par le prince de Galles. Donc le gouvernement hongkongais sous souveraineté chinoise pouvait apparaître trop sévère dans sa gestion du risque de grippe aviaire dans ses réserves d'oiseaux. Il y a eu toutes les mesures donc, qui étaient imposées sur les fermes, où là il y avait un risque de transmission quand même important, mais les mesures appliquées dans les réserves naturelles, par contraste, étaient apparues comme excessives. Alors il y a eu toute une controverse qui était tout à fait passionnante à étudier sur l'origine humaine des cas de grippe aviaire sur des oiseaux migrateurs. Alors là aussi, ça faisait partie de tout un imaginaire de l'oiseau migrateur portant le virus sur ses ailes, en franchissant comme ça les territoires et les pays. Mais vraiment, à l'échelle très locale de Hong Kong, on s'est demandé si ces oiseaux donc, arrivaient par eux-mêmes ou ne faisaient pas plutôt l'objet d'un commerce, d'un trafic. Et donc, l'Association des observateurs d'oiseaux a montré que le plus grand nombre de cas d'oiseaux sauvages porteurs du virus de grippe aviaire étaient dans la région la plus dense, dans la zone la plus dense de Hong Kong, Kowloon, où il y a un marché aux oiseaux, où j'ai fait un peu d'enquête, où vous avez des vieux hongkongais qui viennent avec des cages pour, en quelque sorte, faire rivaliser entre eux leurs oiseaux dans la beauté de leur chant. Donc, qui est un lieu tout à fait paisible au milieu du quartier de Mong Kok. Alors, le quartier de Mong Kok, pour ceux qui connaissent Hong Kong, c'est vraiment un des lieux les plus denses de la planète. Hein. Je crois que je ne me rappelle plus le nombre d'habitants au kilomètre. Je crois que c'est 1000 habitants. Je ne pourrais plus. Enfin, c'est assez étouffant. Et c'est aussi le lieu où la crise du SRAS avait explosé avec un médecin chinois qui avait franchi la frontière et qui avait transmis le virus du SRAS à une dizaine de personnes dans un hôpital. Donc, ce marché aux oiseaux, c'est un lieu assez étonnant, à la fois très, très paisible et en même temps où on peut imaginer comme ça cette émergence de virus de grippe dans les cages de ces vieux retraités. Et en fait, ce qu'on remarque au-delà de tout ce petit rituel de présentation des cages, c'est que dans certaines cages, il y a des oiseaux qui sont vendus pour pas très cher, pour être relâchés. Donc c'est une pratique traditionnelle qu'on appelle fang sheng, littéralement lâcher la vie, qui est notamment encadrée par des moines bouddhistes, donc qui est maintenant interdite à Hong Kong suite notamment à la mobilisation des observateurs d'oiseaux, puisqu'ils ont montré que à la suite de ces lâchers, beaucoup d'oiseaux mouraient, et donc on trouvait des charniers d'oiseaux à proximité des lieux de lâcher. Et parmi ceux qui mouraient, il y en avait qui étaient atteints de grippe aviaire. Donc voilà, cette pratique qui est encadrée par des bouddhistes qui chantent qui récitent des prières pour les âmes des oiseaux envolés, apparaissait aussi comme un vecteur de transmission de la grippe aviaire. Alors il y a eu toute une campagne d'information suite à cette révélation. Les autorités bouddhistes elles-mêmes ont collaboré à l'alerte. Vous voyez une affiche montrant qu'en relâchant des oiseaux, on peut aussi relâcher des virus de grippe. Donc on ne relâche pas seulement la vie, on relâche la mort. Voilà ce qui est marqué dans l'affiche. Et puis vous avez aussi des citoyens hongkongais très modernes avec leurs enfants qui continuent à relâcher des oiseaux, mais avec un masque. C'est très bizarre parce qu'ils croient à la fois que c'est bien pour eux de relâcher un oiseau, que l'âme de l'oiseau va leur envoyer ce qu'ils appellent des mérites, donc des signes positifs qui vont retomber sur eux. Et en même temps, ils croient
il pourrait leur envoyer des virus. Donc c'est vraiment cette espèce là aussi de dissonance cognitive qui n'est plus dans le moment de la crise où on se dit ah là là, la volaille que j'ai dans mon assiette pourrait être aussi un agent terroriste qui se venge contre moi. C'est vraiment dans le même mouvement, de lâcher un oiseau d'une cage. Alors la cage étant bien sûr aussi symbolique de tout l'élevage. C'est des gens qui sont très critiques, qui sont souvent végétariens, très critiques de l'élevage de volailles. Mais dans ce mouvement de relâcher un oiseau, il y a aussi quand même la potentielle infection. Ce n'est pas seulement quelque chose qui se passe au niveau des âmes, mais qui se passe au niveau des corps. Et le virus est un lieu de traduction possible entre la croyance dans le mouvement des âmes et la croyance dans les relations entre les corps. Et donc, à la suite de cette campagne d'information, les bouddhistes ont continué à relâcher des animaux, mais cette fois-ci, c'était des animaux aquatiques, ce qui apparaissait beaucoup moins dangereux du point de vue de la transmission de maladies, qui relâchaient des crabes, des grenouilles, même si c'était tout aussi dangereux, parce qu'ils pouvaient relâcher des poissons d'eau douce dans de l'eau salée. Donc là aussi, il y avait des charniers qu'on découvrait et des campagnes d'information. Et donc les observateurs d'oiseaux et les naturalistes en général ont essayé de prendre, de traduire leur savoir pour ces praticiens bouddhistes, en disant bon, c'est très bien de relâcher des oiseaux, mais vous pouvez aussi relâcher des oiseaux, par exemple, qui ont été attrapés à la frontière dans du commerce illégal, dans la contrebande. Après avoir été soignés, ils sont relâchés, puis souvent ils sont équipés de GPS pour suivre leur trajectoire, pour savoir si l'espèce se reproduit à travers eux. Donc je me suis beaucoup intéressé à ces petits livrets qui sont des livrets de lâcher d'oiseaux scientifiques. Voilà, comment est-ce qu'on peut lâcher un oiseau de façon scientifique. Donc voilà, il y a par rapport à toutes les autres... donc si le travail que j'ai mené, c'est de comprendre comment les mesures de contrôle de la grippe aviaire transformaient les relations aux oiseaux, vous avez toute cette croyance, toutes ces pratiques traditionnelles liées à la consommation de volailles. Et puis là, vous avez un mix beaucoup plus compliqué au niveau des oiseaux sauvages qui implique tout un ensemble de croyances sur l'âme, sur le cycle des âmes, la réincarnation, les mérites qui sont envoyés par les oiseaux quand on les relâche. Et donc j'ai essayé de réunir dans un tableau. Alors ça, c'est parce que c'est une espèce d'étude de perception de risque. Hein. Comment est-ce qu'on peut systématiser la perception des risques avec cette hypothèse aussi que dans un territoire comme Hong Kong aussi concentré, et bien vous avez un grand nombre d'acteurs qui vont se saisir de différents aspects de ce risque de transmission de la grippe des oiseaux aux humains. Vous avez donc des fermiers pour lesquels les oiseaux sont essentiellement des marchandises, hein, et pour lesquels la grippe aviaire, c'est un risque, hein, c'est un risque à prendre. Le fermier dont j'ai montré le bâtiment tout à l'heure me disait, voilà, c'est un commerce fructueux, mais je sais que je prends le risque de devoir tuer tout mon élevage régulièrement. Pour les marchands, qui aussi ont affaire à la volaille comme commerce, c'est une menace, puisque leur activité est de plus en plus contrainte. J'ai oublié de dire que quand on est dans un marché à Hong Kong, vous avez d'un côté la viande de porc ou de bœuf, et puis ensuite vous devez franchir un couloir pour arriver à l'endroit où on vend la viande de poulet. Et dans ce couloir, vous avez des affiches disant il ne faut pas toucher le poulet, c'est très dangereux, risque de grippe aviaire. Donc c'est une activité qui a été progressivement marginalisée. Pour les observateurs d'oiseaux qui ont affaire à des oiseaux sauvages, la menace de grippe aviaire est surtout une mauvaise politique de communication, une extrapolation du risque, hein, et aussi sans doute en détournant la menace des oiseaux, des volailles domestiques, qui sont un commerce très fructueux vers les oiseaux sauvages, qui ne concernent que quelques naturalistes. Pour les collectionneurs d'oiseaux qui viennent sur le marché, c'est aussi une marchandise, mais eux, ils disent la menace de grippe aviaire est une nervosité collective. Donc, pour eux, il n'y a pas de menace. Et pour les bouddhistes,
ils prennent en compte la menace, donc ils disent que c'est un mauvais karma produit par la consommation de viande, et en même temps, dans leurs pratiques religieuses, ils augmentent ce risque. Donc, ce qui fait que, alors l'hypothèse c'est qu'une sentinelle, ce n'est pas seulement un être vivant qui lance l'alerte, donc comme cette volaille dans une ferme, ou le territoire de Hong Kong au niveau de la planète, c'est aussi un nouage assez complexe entre différents acteurs qui arrivent à partager des points de vue différents sur ce phénomène quand même assez énigmatique, hein, et d'un point de vue cognitif assez compliqué, qui est la transmission de pathogènes des animaux aux humains, qui fait qu'on applique aux animaux des mesures qu'on ne pourrait pas appliquer aux humains, comme par exemple l'éradication, hein, du réservoir, et en même temps, on voit bien que les animaux meurent de maladies qui vont nous affecter à terme. Donc c'est tout ce paradoxe de la sentinelle, hein, qu'à la fois on se sent solidaire des animaux qui nous envoient des maladies, et en même temps, on peut leur appliquer des mesures de biosécurité et de contrôle qui transforment ces relations traditionnelles. Donc l'hypothèse de ce travail, c'est que les relations traditionnelles aux oiseaux sont des ressources pour gérer cette espèce de tension, de contradiction dans la relation aux animaux comme à la fois bon à manger et vecteur potentiel de maladie. Voilà, je m'arrête là.